Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Réfoy. Déconditionnez-vous. Tels sont le titre et l'injonction que nous lance Johanna Rosenblum, psychologue clinicienne. Dans son dernier ouvrage publié aux éditions Le Courrier du Livre, est-ce à dire que nous avons subi un conditionnement social, parental, éducatif, culturel, religieux depuis notre enfance et peut-être même avant, ce qu'on appelle l'histoire transgénérationnelle, et qui nous pousse à des comportements dysfonctionnels, difficiles à abandonner, qui nous empêchent d'être véritablement nous-mêmes et d'avancer au quotidien avec notre propre boussole et à répéter des scénarios répétitifs avec les mêmes erreurs, les mêmes conséquences. Alors, qu'est-ce que le conditionnement ? Comment se met-il en place ? Avec quelles conséquences ? Par quels mécanismes ? Comment s'en détacher ? Pour quel objectif et quel résultat ? Bonjour Johanna Rosenblum. Bonjour. Eh bien, telles sont les questions que nous allons vous poser et je vous laisse entre les mains expertes du docteur Serge Rafale. Je vous ai pas dit bonsoir, je suis très mal élevé cette semaine. Bonsoir Serge Rafale. Nicolas. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Madame Rosenblum, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ici et maintenant. Nous reviendrons probablement sur cette notion pour nous présenter votre ouvrage Déconditionnez-vous, qui a pour sous-titre « Tout comprendre au schéma de pensée qui nous enferme ». Nous allons donc, au travers de votre expérience de clinicienne, appuyée sur les neurosciences, comprendre la façon dont se mettent en place les croyances, les pensées limitantes qui nous enferment, revenir sur les deux types de conditionnement et voir avec vous les possibilités qu'offrent les TCC pour modifier le conditionnement du cerveau et interagir ainsi sur nos schémas de pensée dysfonctionnels et par conséquent nos émotions, nos comportements, nos actions. Parfait. Alors voyons d'abord le conditionnement avant d'envisager le sujet de votre livre, précisément le déconditionnement. Nous avons été conditionnés au travers des siècles par une histoire transgénérationnelle, comme a dit Nicolas, en intégrant certains événements de façon consciente et d'autres inconsciente, sous l'influence de la société, l'autorité, la morale, l'éducation, la culture, la religion, en un récit déjà en partie écrit. Mais, vous nous dites, nous ne sommes pas voués à être ce que notre histoire a fait de nous un temps. C'est un point de départ à partir duquel il demeure possible d'avancer. Exactement, et heureusement d'ailleurs. C'est donc avoir conscience de ce qui nous a conditionnés et que certaines choses ne sont pas bonnes pour nous, accepter l'idée qu'il n'y a pas de déterminisme, de fatalité, et qu'on a le pouvoir de modifier son histoire sans une nécessaire remise en cause, voire un rejet total. Exactement. Et en fait, l'enjeu, c'est pas de modifier son histoire, mais c'est de la comprendre, conscientiser les conséquences qu'elle a sur nous et en faire quelque chose de plus sublimé pour qu'il y ait le moins de conséquences négatives possibles. Alors, on va bien sûr essayer pour nos auditeurs de leur expliquer les conditionnements. Alors, retour d'abord en sciences nat avec les travaux de Pavlov. Et puis à la fac, avec ceux plus récents de Skinner. Alors, le conditionnement pavlovien, on le sait. Oui, on a tous entendu cette expression quand on fait quelque chose de l'ordre du réflexe, on dit là c'est complètement pavlovien. En fait, ce chercheur a montré qu'on pouvait apprendre un comportement quasiment réflexe. Il a fait ses études sur les animaux. Aujourd'hui, on fait plus d'études sur les animaux, mais à l'époque, ça se faisait encore. Et en fait, il présentait une assiette avec de la nourriture à un chien qu'il associait à un stimulus sonore, une clochette. Il a appris à ce chien à associer la présence d'un aliment à cette sonnerie. Et il s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, lorsqu'il ne faisait sonner la sonnerie uniquement sans la nourriture, le chien avait les mêmes réactions physiologiques que quand on lui donnait à manger. C'est-à-dire, il était heureux et il salivait. Donc, il a pu démontrer qu'on pouvait conditionner quelqu'un, formater quelqu'un à une réaction réflexe. Vous expliquez que l'apprentissage par conditionnement, c'est la cause de nombreuses phobies. Oui, aussi. Et je peux donner un exemple, et Bien ça, sûr. on peut le voir à la lumière justement des études de Skinner qui ont suivi à celle Alors de là, Pavlov. on passe à la fac, là, Skinner. On est un peu plus loin. Et donc lui, Skinner, il part des études de Pavlov et il explique qu'il peut y avoir un renforcement positif ou négatif. Si vous voulez, je vous donne un exemple hyper pratique qui pourra parler à tous les auditeurs. Prenez un enfant,
en primaire, par exemple, qui fait une dictée avec quelques fautes. Il y aura 2 façons de réagir de la part de l'enseignant. Un renforcement qui sera bénéfique, donc positif, un renforcement qui sera potentiellement négatif et donc délétère. Soit l'enseignant prend la copie et dit « Écoute, je vois que tu as fait quelques fautes, mais je sais que tu peux comprendre toutes les corrections et tous les conseils que je vais te donner. J'ai confiance en toi. On va prendre un temps pour reprendre les erreurs les unes après les autres et ensuite on va refaire la dictée. Et je suis sûre que toi, tu seras fier de toi et tu pourras me montrer que tu as compris tout ce que je t'ai enseigné. » Là, on fait d'un enfant un enfant qui fait des erreurs. On lui fait comprendre que non seulement on a confiance en lui, mais qu'il peut avoir confiance en lui et qu'il peut se tromper une fois et réussir la seconde fois. À l'inverse, un renforcement négatif, l'enseignant prend la copie et dit « Bon, écoute, mon petit coco, apparemment, tu comprends pas du premier coup. » Donc là, on explique à l'enfant qu'il est incapable d'y arriver du premier coup. Je vais t'expliquer une énième fois. Donc là, on lui montre qu'il nous agace, qu'il nous fait perdre notre temps. T'expliquer une énième fois les erreurs que tu as fait, et puis on va refaire la dictée jusqu'à temps que tu y arrives à peu près. Et donc, vous voyez, le message n'est pas du tout le même. Et là, on va faire un futur adulte, soit qui se sent en capacité de rebondir après avoir fait des erreurs, parce qu'il peut apprendre de ses erreurs, parce qu'on se relève toujours des difficultés qu'on rencontre, soit un enfant qui déçoit, qui n'est pas à la hauteur et qui n'arrivera jamais à réussir. Alors, on va voir quelques formes de conditionnement. Le conditionnement social, vous évoquez bien évidemment ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale avec la population et le Troisième Reich. Mm-hmm. Ça, c'est un comportement social avec un formatage très puissant. Oui, complètement. Et c'est un peu ce qu'on lit entre les lignes quand on lit Hannah Arendt et qu'on voit qu'en réalité... notamment, je pense au procès Eichmann, évidemment, que des personnes sont conditionnées à suivre, qui sont ni des bourreaux, mais des êtres banalement suiveurs, très peu doués d'une réflexion et d'un libre arbitre qui aurait pu leur permettre d'agir autrement, mais qui perpétuent un ordre, une image, une posture qu'on leur a désignée. Le conditionnement éducatif, donc l'enfant qui se conforme aux attentes des parents pour être aimé. Oui, des parents et puis parfois aussi des enseignants. Et là, on pense à l'effet Pygmalion. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est... Non, je l'ai lu dans votre ouvrage et je pense que Nicolas voulait vous en parler dans la deuxième partie. Ok, alors vous... On y va. Allons-y, bien sûr. L'effet Pygmalion, en vérité, chacun s'y retrouvera. C'est une étude qui a été menée dans les années 1967, je crois, aux États-Unis. 2 chercheurs psychologues et neuroscientifiques d'Harvard, Jacobson et Rosenthal de mémoire, qui font une étude dans une classe d'école primaire. Ils décident de faire passer un test de QI à l'ensemble de la classe. Ils repèrent très bien qui sont les bons élèves au travers de ce test psychométrique et les élèves qui sont plus ou moins dans la moyenne. Mais ils désignent arbitrairement 5 élèves en disant, voilà, ces 5-là, on va dire aux enseignants que ce sont les enfants. Bons. Ils sont surdoués, ils ont un potentiel exceptionnel, vous pourrez les emmener loin. En réalité, ce sont absolument pas les... en tout cas, ce n'est pas les 5 plus forts de la classe selon les tests psychométriques. Ils laissent la classe ainsi, l'année se déroule, les enseignants ont pris note des informations des neuroscientifiques, et puis à la fin de l'année, les neuroscientifiques reviennent et refont passer les tests aux enfants. Et les 5 enfants qui ont été désignés comme des enfants surdoués, ou en tout cas à haut potentiel, ont été hyper investis par leurs enseignants qui ont changé leur regard sur eux. Et quand ils refont donc passer les tests à tous les élèves de la classe, ce sont précisément ces 5 enfants qui ont le plus progressé, plus que les enfants qui avaient eu initialement des très bons résultats. Et donc, ça nous informe sur la façon dont les adultes référents... L'attitude qu'on peut avoir. Exactement, c'est-à-dire des enseignants, mais des parents. Le regard que l'on porte sur nos enfants leur permet de s'épanouir ou à l'inverse de s'inhiber. Et c'est ce que disait Marcel Pagnol dans Le Temps des Amours, je l'ai noté, dès que les professeurs commencèrent à le traiter en bon élève, il le devint enfin. Le conditionnement culturel, là, il est intériorisé très tôt dans l'enfance. Il incite à obéir à l'autorité. Alors, il y a en psychologie une expérience qui est une expérience terrible, qui est celle de Milgram. Oui. En quelques mots, peut-être. L'expérience de Milgram qui pousse certaines personnes, par obéissance, à infliger des sévices, qui sont des décharges électriques à des personnes qui passent une expérience et qui font une faute. C'est-à-dire que on arrive à faire comprendre que ces personnes ont le pouvoir de blesser l'autre, de heurter l'autre parce qu'ils n'ont pas réussi une tâche. Et on voit encore comment cette obéissance, elle est à l'œuvre
grâce à l'autorité, grâce à la peur, on arrive à induire des comportements qui sont des comportements toxiques, voire même dysfonctionnels. Alors précisément, on y arrive. Donc, vous évoquez ces comportements dysfonctionnels et en fait, ce sont des comportements qui nous poussent à reproduire les mêmes erreurs, les conflits, les échecs. Mais vous dites, en fait, ils sont difficiles à abandonner. Ils sont difficiles à abandonner parce que c'est très compliqué de soi-même de pouvoir déjà mettre le doigt sur un pattern comportemental qui se répète. Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire la conscientisation. Et ensuite, s'autoriser à mener une réflexion, une autocritique et pointer du doigt une éducation, un parent, un environnement social, une religion, que sais-je encore. Et donc ça, c'est vraiment c'est deux étapes qui sont difficiles à franchir. La conscientisation et ensuite la remise en question, qui n'est pas une critique de l'autre, mais qui est une prise de conscience profonde que certaines choses ont pu nous ternir et nous conduire à répéter des patterns à l'âge adulte qui sont dysfonctionnels et qui nous font souffrir en somme. Difficile de penser par soi-même. C'est difficile de penser par soi-même, développer son libre arbitre, c'est un travail de toute une vie. Précisément à cause du conditionnement qu'on a reçu depuis qu'on est tout petit. Oui, parce que quand on est une page blanche, en fait. On est écrit de tout et abreuvé de tout ce qu'on entend, de notre environnement et des personnes qu'on aime, qui font pas preuve de malveillance, mais qui nous transmettent ce qu'ils ont en main. Et ce qu'ils ont en main, c'est leur éducation, leur amour, mais c'est aussi parfois leur peur, leurs angoisses et leurs traumas qui sont parfois transgénérationnels. On le verra avec les enfants dans la deuxième partie de notre magazine. Bien évidemment, vous évoquez les neurosciences et l'importance de la neuroplasticité cérébrale. Terme un petit peu compliqué, mais... Oui, la neuroplasticité cérébrale, en fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est le pouvoir qu'a notre cerveau de se reconstruire et de créer des nouvelles liaisons neuronales synaptiques. On sait, par exemple, quand on vit un événement à caractère traumatique, il y a des séquelles neurologiques, notamment dans l'amygdale, dans la zone qui gère les émotions. On peut tout à fait aborder cette difficulté avec un travail de reconstruction, avec des neuropsychologues, des psychologues cliniciens qui vont aider à reconstruire de nouveaux patterns au travers de nouveaux circuits neuronaux. Et ça demande vraiment de l'exercice, de l'entraînement. Et c'est là que les TCC sont intéressantes, parce qu'il y a une partie réflexion, une partie comportementale, pour pouvoir faire abstraction de certaines réactions physiologiques de peur, par exemple, et reconstruire des nouveaux patterns qui nous permettent de croire en nous, d'affronter la difficulté, d'affronter la peur pour essayer de dépasser certains traumas. L'imagerie a été très, très utile et bien évidemment, on connaît tous les images IRM des pianistes professionnels, des chauffeurs de taxi londoniens. Qui développent certaines zones qui leur permettent de connaître toutes les rues de leur ville. Toutes les petites rues, des matheux, et donc c'est très très utile dans votre spécialité, dans les TCC en tous les cas. La neuroplasticité cérébrale, c'est vraiment la kiné du cerveau. C'est comme faire du sport, il ne faut pas se contenter de dire j'ai une fragilité de ce côté-là, j'ai des difficultés de mémorisation ou avec les maths par exemple. On est tous en capacité, à force de répétition, c'est l'exercice, et à force de répétition, de remuscler en somme une partie de notre cerveau. Alors, on va parler des TCC, puisque vous êtes spécialiste des techniques cognitivo-comportementales, je ne sais pas si elles s'opposent, mais en tous les cas, on les distingue de l'analyse de type freudienne. Disons que les thérapies cognitivo-comportementales, elles sont le fruit d'études scientifiques. Ce ne sont pas uniquement des théories, elles sont validées. La théorie d'un seul homme. Voilà, d'un seul homme, de son imaginaire, mais ce sont des théories qui sont validées scientifiquement et qui ont été testées, en somme, sur des grandes cohortes de population. Vous dites que ça a évolué en 3 vagues successives. Oui, c'est pas moi, il y a eu 3 vagues, la partie cognitive, puis la partie comportementale, pour aujourd'hui arriver à ce qu'on appelle la 3e vague des TCC. Et en fait, l'idée est très simple, elle postule du fait que il y a 2 axes de travail à mener parallèlement en psychothérapie, c'est-à-dire d'un côté la voie classique qu'on connaît des thérapies, c'est-à-dire un travail intellectuel, de compréhension, d'élaboration qui se fait avec le psy grâce à la parole, au travail des souvenirs, au travail sur les pensées dysfonctionnelles. Mais ce travail-là, qui est théorique, d'élaboration cognitive, n'est pas suffisant. Et c'est là que s'arrête la psychanalyse en vérité, et c'est là où va plus loin, où les TCC nous amènent plus loin, c'est qu'il y a un 2e travail à mener, en même temps, qui est un travail
comportementale. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris pourquoi on est traumatisé, une fois qu'on a compris pourquoi on répète systématiquement les mêmes patterns éducatifs, par exemple, je veux dire, rien ne change tant qu'on n'a pas mis en application, tant qu'on ne s'est pas impliqué presque physiquement dans le changement. Donc, les TCC, c'est une partie comportementale et une partie cognitive menées simultanément pour aller plus loin et devenir une meilleure version de soi-même. Il y a une phrase importante que j'ai soulignée. Vous dites « Nos émotions, nos comportements sont davantage déterminés par l'interprétation que nous nous faisons d'un événement que par l'événement lui-même. » Exactement. Et je vais vous donner un exemple très très simple qui parlera à beaucoup d'auditeurs, la notion de victime ou rescapé. Vous voyez bien que quand vous on êtes parle... très très spécialiste des psychotraumatismes. Oui, je crois. Vous avez exactement. travaillé psychotrauma, victimologie. Vous avez travaillé au sapeurs-pompiers, exactement, les pompiers, services de police, police. exactement. Et en psychiatrie. Et donc en gros, cette notion de rescapé et de victime. Prenez n'importe quel événement extrêmement traumatisant. De la Seconde Guerre mondiale avec les récits de nos grands-parents, arrière-grands-parents, jusqu'au Bataclan, aux attentats et tout ça. Il y a certaines personnes qui vous diront « je suis rescapé, je suis un survivant » et d'autres qui vous diront « je suis victime de ». L'autre jour, j'étais par exemple, je discutais avec un journaliste et on parlait d'un fait divers et il me disait « mais pourquoi vous parlez des riverains, des voisins, de la population et vous ne dites jamais les victimes ?» Et je lui expliquais que ce n'est pas à nous de décider si une personne est victime ou survivante. Il faut laisser le choix à la personne de vivre l'événement et de devenir un rescapé ou une victime. Quand on se sent victime, ça ne veut pas dire qu'on ne sera jamais un survivant. Mais c'est vraiment un travail très personnel. Et vous pourrez demander à toutes les personnes qui témoignent d'événements à caractère traumatique, partant d'un même récit, d'un même événement, les regards ne sont pas les mêmes. Alors, se déconditionner, c'est la partie importante de votre ouvrage, la partie pratique, on va dire, pas importante. Tout ce qu'on vient de dire est excessivement important. Vous dites, avant d'essayer de ce travail, il faut réfléchir à ce qui dépend de nous. Et effectivement, il y a des choses qui dépendent de nous sur lesquelles on peut agir, et puis il y a des choses qui dépendent des autres, la vie des autres, c'est leur avis. Exactement. Ça, c'est vraiment la notion de départ, et c'est une notion, j'ai envie de dire, presque ancestrale. C'est l'enseignement des philosophes stoïciens depuis l'Antiquité grecque. Oui, vous parlez beaucoup d'Épictète et de Sénèque. Ah oui, parce que j'adore, mais qui nous apprennent que, en fait, il est inutile de s'accrocher à ce qui ne dépend pas de nous. Un drame, un deuil, une épreuve, la maladie, c'est un fait sur lequel on a finalement très peu de pouvoir et très peu d'action. En revanche, le travail que l'on fait dessus, la compréhension, le sens qu'on donne à l'événement, les ressources qu'on développe pour essayer de garder la tête hors de l'eau, le récit de ce qu'on vient de vivre, le récit qu'on se fait de ce qu'on a vécu, la gestion des émotions et puis aussi la résilience. Qu'est-ce qu'on va faire de cet événement ? Maintenant que je suis fracturée, quelle personne je vais devenir après ce qui m'est arrivé ? Tout ça, c'est en notre pouvoir. Et c'est sur ça qu'il faut s'accrocher absolument. Alors, bien évidemment, vous classez, ou en tous les cas, vous nous donnez les pistes thérapeutiques. Vous dites ce qui est important, c'est de repérer les schémas de pensée répétitifs et comprendre pourquoi nous les mettons en place. Vous dites, nous pensons d'une certaine façon, nous voyons les choses d'une certaine façon, nous jugeons d'une certaine façon, et la difficulté, c'est précisément d'en sortir. Oui. Le préalable, c'est vraiment mettre le doigt sur ce pattern répétitif, comme une équation de mathématiques dysfonctionnelle qui va s'appliquer tout au long de la vie. Et ça, mais pourquoi on reproduit une situation qui nous fait souffrir ? Parce qu'on ne s'en rend pas compte. Et c'est en discutant, au moment des séances, après plusieurs mois, et qu'on a un petit peu abordé différents aspects de la vie, qu'on se rend compte que certains patterns, certains discours reviennent comme des mécaniques. Je ne suis pas capable de demander une augmentation, je ne suis pas légitime. Non, mais je ne vais pas aller voir tel garçon ou telle fille, je ne mérite pas d'être avec quelqu'un, ou je ne vais quand même pas demander une augmentation, je ne suis pas légitime, je ne le mérite pas, ou ma vie me satisfait qu'à moitié, mais bon, qui je suis pour essayer d'amorcer des grands changements et qui je suis pour vouloir un petit peu plus que ça. Et une fois qu'on a bien échangé, une fois que la thérapie est avancée, on peut mettre le doigt sur ces patterns-là. Vous dites pas seulement mettre le doigt, j'ai retenu, vous dites qu'il faut conscientiser et mettre des mots dessus. Complètement. Il faut attirer l'attention de la personne en l'amenant à comprendre qu'il est dans des croyances limitantes qui l'empêchent d'avancer, parfois que dans une seule sphère, la sphère professionnelle, la sphère sociale ou la sphère privée, mais parfois dans toutes les sphères. Et d'un seul coup, il y a un déclic qui se fait, et là, il y a tout qui se débloque.
la personne est quasiment capable de lister tout ce qui fait barrage dans son existence. Et là, on peut commencer à travailler. Donc la conscientisation de ces patterns qui se répètent, dans quelle sphère ils se sont développés tout au long de la vie, avec les autres, en amour, au travail, et ensuite, d'où ça vient, comment ça s'est construit. Donc là, c'est le côté un petit peu délicat. Il faut parler de l'éducation, l'environnement social, des enseignants, parfois du harcèlement, parfois de traumas qu'on a vécu. Donc là, on aborde l'histoire du patient. Et ensuite, on trouve les outils. C'est la partie comportementale. L'estime de soi est importante. Entre autres, l'amour-propre, l'estime de soi, l'esprit critique, l'acceptation de nos fragilités, tout en prenant conscience qu'on a les outils, on a le pouvoir d'être résilient et d'aller plus loin. D'où l'importance de ce qu'on se disait au début avec l'effet Pygmalion. Je peux être en échec, je peux être en difficulté, je peux remarquer des patterns dysfonctionnels qui se répètent, mais je peux y arriver aussi. Et donc là, toutes les questions d'estime de soi, d'amour-propre qui peuvent parfois faire défaut sont essentielles. Vous dites c'est important d'accepter de lâcher prise et c'est précisément se consacrer à l'ici et maintenant dont je parlais dans mon introduction. Voilà. Exactement, l'ici et le maintenant et puis être imparfait et c'est très bien comme ça. C'est important, vous dites renoncer à contrôler un avenir qu'on ne connaît pas et rejouer un passé sur lequel on ne peut pas revenir. Et oui. Il y a des notions sur lesquelles on n'a pas de pouvoir et rester dans les ruminations du passé ou dans les peurs anticipatrices d'un avenir, c'est pas très porteur et c'est très angoissant pour certaines personnes. Vous expliquez, Madame Rosenblum, apprendre à dire non. Alors j'ai trouvé votre explication vraiment formidable. Alors vous dites pour beaucoup, c'est dire je ne t'aime pas. Mais dire oui à des choses qui n'ont pas d'intérêt, dont on ne veut pas, c'est à nous qu'on dit je ne t'aime pas. Vous savez, le nombre de fois où j'entends des patients me dire ah non, je peux absolument pas dire à mon patron que je peux pas faire des heures sup ou non, je suis invitée là, mais je vais y aller parce que je me sens pas du tout dire que je peux pas. On se rend compte que dans le non, il y a des wagons et des wagons de formatage éducatif. Pour beaucoup, le non, c'est je ne t'aime pas, je ne veux pas de toi. C'est quasiment un cri de colère. Mais en fait, le non, il n'est pas contre l'autre, il est pour soi. Il existe le oui, il existe le non. Le oui n'est pas tout rose et le non n'est pas tout noir. C'est deux possibilités de réponse. Oui, j'accède à ta demande. Non, je n'accepte pas à ta demande. Mais ce n'est pas contre l'autre, c'est pour soi. Vous dites, faut arrêter de se juger, faut se délester du regard des autres. Bah oui. Alors, désapprendre peut faire peur, faire autrement peut culpabiliser, ouvrir les yeux sur une réalité peut faire mal, mais ce travail est salutaire pour être vraiment soi et pas ce qu'attendaient les autres. Alors, déconditionnez-vous, titre de votre ouvrage. Merci. Merci, Dr Serge Rafal. On va observer une petite pause. Ce sera peut-être, enfin j'en suis persuadé, l'occasion d'aller relire comme ça, en 3 minutes, Lettre à Lucilius, ou La vie heureuse, bien sûr, de Sénèque, histoire de se réacclimater avec l'antienne nietzschéenne. Ce qui ne nous tue pas nous rend peut-être plus forts. On va voir si nos auditeurs se connaissent vraiment eux-mêmes, juste après la pause, juste après le journal. À tout de suite sur Radio J. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Toujours en compagnie de Johanna Rosenblum pour le livre Déconditionnez-vous, pour cette deuxième partie du magazine Réfoy, tout comprendre au schéma de pensée qui nous enferme. La psy qui vous aide à vous libérer, édité au Courrier du Livre. J'en suis persuadé, nos auditeurs tristes se sentent libérés, voilà, au retour de cette pause, déjà, voilà, grâce à vous, Johanna Rosenblum. Alors, on continue un peu la discussion dans cette deuxième partie. On est très fiers ici à Radio J, bien sûr, de la série israélienne qui a donné en thérapie. Et ouais, avec le rôle du docteur Dayan, donc lui est psychiatre dans la série, le docteur Dayan. Vous parliez en première partie des TCC, les thérapies cognitivo-comportementales. Qu'est-ce qu'il fait, lui, dans la série? Il utilise des TCC pour aider à accoucher ses patients? Je pense que dans la série, il aborde plutôt une approche psychanalytique, mais elle a été un petit peu modernisée, parce que l'approche psychanalytique freudienne, comme on la connaît, très caricaturale, où tout le monde est allongé, et on travaille juste par libre association, c'est-à-dire le thérapeute
s'exprime très très peu. Je pense que chacun a pu voir que c'était un petit peu désuet. Donc là, on voit qu'il y a une modernisation. Est plus interventionniste, quand même. Exactement, une modernisation de son approche analytique. Et puis voilà, maintenant, de plus en plus, on aborde les choses de façon très intégrative, en prenant un petit peu des thérapies systémiques, c'est-à-dire familiales, du développement, c'est-à-dire de l'enfant, psychanalytique, neuroscientifique. Elles ont le vent en poupe par rapport à l'analyse. Oui. Ah, complètement. Ouais, complètement. Vous disiez dans la première partie, bien sûr, les choses sont difficiles à bouger. On vous avait vu dans une émission avec Michel Simès où vous parliez, vous vous occupiez, bien sûr, vous suiviez une jeune femme qui avait peur de prendre un transport en commun, un tramway. Comment est-ce qu'on peut agir là-dessus, sur quelque chose, puisque vous disiez en première partie, c'est très difficile, voilà, une personne qui a une frousse terrible de cet événement, on ne sait pas d'où ça peut venir, de l'enfance, de je ne sais quoi. Comment est-ce qu'on peut l'aider à travailler là-dessus ? Avec elle, on avait travaillé de façon extrêmement comportementale, mais c'était intéressant de voir que sa peur, elle était très physiologique. Elle avait peur de l'odeur et du temps qu'elle passait sur le quai, en dehors de tout moyen de transport. Elle était très mal à l'aise, c'est-à-dire elle ventilait, elle transpirait, elle avait la nausée. Il y a une séquence où vous êtes à l'arrêt de l'autobus où déjà elle peut pas y aller. La sonnerie des portes qui s'ouvrent et qui se ferment pour elle, c'était extrêmement difficile. Donc là, on retombe dans la réaction très pavlovienne, physiologique de peur face à un stimuli qui n'est pas un stimulus de danger. La porte qui sonne, ça ne présage d'aucun danger, mais elle l'assimile comme ça. Donc il y a tout un travail de déconditionnement suivi d'un travail d'exposition. C'est-à-dire d'exposition en image mentale, fermer les yeux, méditer, faire de la cohérence cardiaque tout en s'imaginant sur, par exemple, le quai d'un tramway, monter dans le tramway, faire le trajet avec les odeurs, le monde, la lumière. Ensuite, il y avait une exposition à des images, c'est-à-dire, par exemple, de la photographie, des vidéos qu'on peut aller voir sur YouTube, les réseaux sociaux ou télécharger pour s'exposer à l'idée de ce qui nous fait peur, c'est-à-dire descendre dans un tunnel, voir un transport. Et puis ensuite, il y a l'exposition réelle, comportementale en situation. Et là, on doit le faire extrêmement progressivement parce que tout l'enjeu, c'est de ne pas mettre le patient en échec. Si on est trop ambitieux et qu'il a peur une seconde fois, on va le perdre. Par mini-palier. Comme ça, il n'y a que des réussites et on avance comme ça. Il ne faut absolument pas être pressé. Si ça prend 4 mois, ça prend 4 mois. On y va hyper progressivement. Parce qu'on disait en première partie, vous disiez en première partie, le ici et maintenant, seul le présent finalement est sous notre contrôle. Mais comment le faire comme ça, vivre à quelqu'un qui a un passé très profondément enfoui, de lui dire tiens, maintenant il faut le réaliser dans le présent. Enfin, il faut imaginer que le présent est la seule chose grâce à laquelle on va pouvoir s'en sortir. C'est là, compliqué. La relation de confiance, elle était primordiale. Et puis grâce à l'émission, moi j'ai pu l'accompagner. Donc c'est vrai que c'est plus facile d'être accompagné de son thérapeute quand on veut faire face à une phobie et s'exposer à ce qu'on appelle s'exposer à l'objet phobique, ce qui nous fait peur, que quand on est tout seul. Mais c'est quand même faisable, évidemment, tout seul, heureusement. Et là, on y va par paliers, comme je vous disais. D'abord, on s'approche du quai. On peut passer 2 heures sur le quai uniquement. Ensuite, on met un pied quand ça sonne, la porte s'ouvre, et ensuite on ressort. Après, on peut monter, faire une station, ressortir en rentrant à la maison à pied, puis faire une station et faire le retour. Mais on le voit dans l'émission, vous arrivez, elle monte quand même le tramway, vous êtes avec elle. Hyper progressivement, ça s'est fait réellement sur 4 mois, avec après évidemment des séances où on va pouvoir parler, aborder le sujet de cette peur, de cette phobie, pour savoir comment elle s'est construite. Mais comme je vous disais tout à l'heure, comprendre comment s'est construite la peur ne suffit absolument pas. Travail d'élaboration et de compréhension qu'on a par exemple en psychanalyse ne suffit absolument pas à faire céder la réaction physiologique de peur. Pour ça, il faut la partie comportementale qu'offre le TCC, d'exposition à la peur, pour habituer son cerveau. En fait, c'est comme si vous disiez à votre cerveau, regarde, on va le faire autant de fois que tu as besoin pour que tu te rends compte que tu n'es pas en danger et que tu n'envoies pas de réaction physiologique de peur, pour que tu te sentes en capacité de faire l'effort. Et ça, c'est step by step, petit pas. Ce conditionnement dont on comprend qu'il est pluri-environnemental, plurifactoriel, est-ce que des fois on se retrouve face à une origine introuvable de ce conditionnement, qui peut être, on le disait, soit religieux, soit sociétal, soit sociologique, soit familial? Ouais. Alors, en général, il y a 3 axes de réflexion. Il y a vraiment l'explication traumatique, c'est-à-dire j'ai vécu une agression dans le métro. Je prends l'exemple des transports en commun. Et donc, du coup, prendre le métro ou le tramway, c'est complètement impossible sur moi. Donc, il y a une raison réelle. Ensuite, il peut y avoir une peur induite. J'ai toujours entendu ma mère hurler quand un chien nous traversait ou un pigeon nous frôlait dans la rue. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, mais moi-même, quand je vois un chihuahua, je me mets à hurler parce que je me sens menacée. Mais donc, c'est une peur
transgénérationnelle, induite, transmise, mais qui n'est pas réelle. Et sinon, il y a des peurs qui ne sont pas liées à un événement précis, mais qui sont le symptôme d'un trouble anxieux. Par exemple, certaines personnes développent des TOC ou vont avoir peur des serpents alors qu'ils vivent en plein Paris. On sent bien que c'est la manifestation d'une anxiété interne qui va se fixer sur une peur, mais qui est en lien avec aucun événement précis, qui est plus le symptôme d'un trouble. C'est le symptôme d'un syndrome, en fait. Vous disiez en première partie, il s'agit de penser par soi-même. Alors comme j'ai envie de vous attirer un petit peu vers une notion un peu philosophique, qui n'est sans doute pas très éloignée de la psychologie, est-ce qu'il faut aussi parfois, où c'est trop dur, penser un peu contre soi-même ? Penser par soi-même, c'est effectivement penser contre soi-même quand on a une espèce de logique qui a été induite par une éducation, un environnement social ou peu importe. Par exemple, des personnes qui vont vous dire « je ne suis pas assez beau ou pas assez intelligent pour rencontrer telle personne ou pour faire ce travail-là ou pour m'exposer à telle difficulté ». La question que je pose à chaque fois, quand on a déjà un petit peu avancé sur cette idée du conditionnement psychologique, c'est quand vous vous dites ça, c'est la voix de qui vous parle dans l'oreille? Est-ce que c'est vous qui avez la preuve que vous n'êtes pas suffisamment à la hauteur? Ou est-ce que c'est la voix d'un enseignant qui vous a humilié, d'un parent qui a cru que vous n'étiez pas en capacité de vous confronter à des difficultés? Qui vous parle dans l'oreille quand vous pensez que vous n'êtes pas capable? Un mot sur le... Oui, Serge ? Oui, qu'est-ce qui fait, par exemple, la jalousie maladive dans la tête de la personne? C'est pas un bruit, c'est pas un son, c'est quelque chose qu'il a entendu, c'est quelque chose qui s'est produit dans l'enfance. Ça peut être quelque chose qui s'est produit dans l'enfance. Il y a des éducations. Nos parents sont des modèles. Donc, si on voit un parent qui est extrêmement jaloux, une relation conjugale, parentale un petit peu dysfonctionnelle, basée sur le manque de confiance, la jalousie, on peut rééditer. Il peut y avoir une mauvaise expérience aussi qui fait qu'on s'est senti trompé, dupé, malmené et qu'on entretient une espèce de méfiance à l'égard de l'autre. Et puis, encore une fois, ça peut être peut-être le symptôme d'un trouble de la personnalité, une mésestime de soi, une personnalité narcissique qui a besoin absolument d'avoir toutes les preuves de maîtrise de l'autre, un symptôme de paranoïa, de doute, de maltraitance à l'égard de quelqu'un qui nous entoure. Donc, c'est toujours à investiguer. Il ne faut pas comme ça tirer des conclusions un petit peu à l'emporte-pièce. Il faut toujours un petit peu entendre l'histoire de la personne pour essayer de comprendre quelle est l'origine de son trouble. On a le sentiment, Madame Rosenblum, que ça va assez vite, les TCC. Souvent, on dit voilà, pour une phobie de l'avion, c'est 4-5 séances. Je vous écoutais à l'instant, vous expliquiez que la personne que vous avez accompagnée pour cette phobie du tramway, c'était plusieurs mois, et des séances qui duraient plusieurs heures. Combien de temps ça dure? Quelles sont les indications de ces méthodes? C'est difficile à dire et on me pose souvent cette question. À votre avis, j'aurais besoin de venir combien de fois vous voir? Alors, déjà, il y a des personnes qui viennent pour ce qu'on appelle des thérapies de soutien. C'est-à-dire, je vais traverser une épreuve difficile, je vais devoir être confrontée à la maladie ou j'ai une épreuve, quelque chose qui viennent en préventif. Qui viennent en préventif et qui ont besoin d'un accompagnement. Donc, ces personnes-là, on va les voir au début, on va les accompagner jusqu'à la fin. Mais en général, il y a une espèce de goût, d'intérêt au travail d'élaboration, de développement personnel qui s'installe et les patients prennent plaisir à revenir et à prolonger ce travail qu'ils font sur eux parce qu'en vérité, c'est un énorme cadeau qu'on se fait. Et puis on active le circuit de la récompense, peut-être. Peut-être. Et ce qui est vrai aussi, c'est que très souvent, les personnes viennent pour une raison. Et en fait... C'était pas la bonne raison. Non. Un mot sur la cohérence cardiaque. Vous l'avez évoqué là à l'instant, la visualisation des images, mais c'est vrai qu'on entend souvent parler de la cohérence cardiaque. C'est un outil qui fait partie... C'est un outil respiratoire, en fait. Oui, complètement. C'est juste quand vous ralentissez votre rythme cardiaque, donc soit par la méditation, soit par des images mentales, soit par des exercices de respiration, ou de détente, vous baissez mécaniquement toute une somme de réactions physiologiques. Donc quand on a des réactions physiologiques de peur, notamment dans l'attaque de panique, c'est-à-dire on est un peu de déréalisation, on se sent comme dans du coton en dehors de ce qui se joue, le corps qui nous lâche un peu, des maux de ventre, de la transpiration, la cohérence cardiaque permet mécaniquement de se réguler émotionnellement pour abaisser toutes ces réactions physiologiques de peur. Quelques secondes, quelques minutes, plusieurs fois par jour? Quelques minutes. Pour certaines personnes, c'est une réelle ascèse. Il y a des séances de cohérence cardiaque, méditative. Vous parliez d'un training tout à l'heure, d'un entraînement. Il y en a pour qui c'est matin et soir, 5 minutes à la pause déjeuner, d'autres qui le font ponctuellement, parfois avec l'aide d'applications qui sont très bien faites, qui sont des applications basées sur la méditation et la cohérence cardiaque. Donc c'est un outil supplémentaire, mais qui fonctionne bien.
Alors, il y a dans le livre Déconditionnez-vous, un proverbe tchèque, voilà, qui a retenu notre attention et que vous citez dans le livre. Les bons souvenirs durent longtemps, les mauvais plus encore. Est-ce qu'on sait pourquoi ? C'est quoi? C'est le stress qu'on appelle le stress post-traumatique? Oui, en fait, la nature est assez mal faite, je dirais, de ce point de vue-là. Et c'est Blaise Pascal qui disait: le pessimisme est une affaire d'humeur, l'optimisme est une affaire de volonté. On a une appétence à l'égard de tout ce qui est négatif et qui nous a blessés. On se souvient du train qu'on aura raté une fois et qui nous aura fait louper l'anniversaire de notre grande-tante. On ne se souviendra pas des 600 fois où on a pris le train et on est parti sans problème. Vous donnez plusieurs exemples là, dans votre ouvrage. Mais on peut tous le faire, cet exercice-là. Du pique-nique raté parce qu'il pleuvait, de la fois où on n'a pas pu participer à un entraînement de sport parce qu'on s'est blessé, mais toutes les fois où ça a très bien fonctionné, on ne s'en souvient pas. Donc on a cette tendance un petit peu au pessimisme, au verre à moitié vide. Donc c'est une vraie discipline, et les philosophes stoïciens le disent, c'est une ascèse d'essayer de travailler, de muscler ce côté positif, optimiste. C'est pas facile. C'est la différence entre l'optimisme et le pessimisme, celui qui voit le verre à moitié plein et puis l'autre qui le boit. C'est ça. Non, mais c'est vrai qu'avec le docteur Rafal, nous avons en commun cette histoire. Alors je vous la livre, c'est un pessimiste et un optimiste qui discutent. Le pessimiste dit « ça ne peut pas être pire » et l'optimiste dit « mais si ». Alors vous prenez l'exemple d'un enfant battu dans votre ouvrage. Vous expliquez qu'à aucun moment, dans son jeune âge, il ne peut imaginer que son parent le maltraite. Il pense qu'il mérite les coups, qu'il se comporte mal, que c'est de l'amour, ce qui lui fait supporter la situation. Le risque est qu'il reproduise à l'âge adulte, on parlait de rééditer l'exploit même lorsqu'il est négatif, qu'il reproduise à l'âge adulte ce type d'amour, entre guillemets. Le formatage et la répétition ont fait leur œuvre. Pour en sortir, il lui faut une prise de conscience, vous parlez de la conscientisation en première partie, sans remise en cause totale du type « je suis nul, capable de rien, responsable de tout ce qui m'est arrivé ». Qu'est-ce qui permet à un adulte maltraitant de maintenir un enfant dans le silence? C'est de lui faire croire que ce qu'on lui inflige fait partie de la norme. Et je vous assure que des adultes que je vois encore aujourd'hui pensent qu'ils ont mérité le harcèlement scolaire, pensent qu'ils ont mérité les coups, les sévices incestuels d'un membre de leur famille. Ça fait d'eux des enfants, parce qu'ils sont toujours en eux des enfants extrêmement meurtris, détruits. Et c'est pour ça que nous avons une responsabilité collective énorme en tant qu'adultes à l'égard de tous ces enfants maltraités. Et je pense aussi au harcèlement scolaire qui est mis en avant, qui est très mis en avant ces dernières semaines, ces derniers mois, malheureusement dans l'actualité. C'est que non seulement nous devons défendre ces enfants, mais nous devons leur apprendre qu'ils ne méritent en rien ce qu'ils subissent et qu'il y a des délits et des crimes dont ils sont victimes et absolument pas responsables. On continue la discussion, toujours dans ce thème, avec le docteur Vladimir Mitz. C'est notre chronique chirurgie esthétique. Bonjour à tous. Bonjour Vladimir. Bonjour. Il y avait une petite musique, c'est pour ça. Parce qu'il y a toujours une musique pour vous présenter. Merveilleux. C'est de la radio. Alors, cette semaine, vous nous parlez du Botox. Voilà, parce que vous le qualifiez de poison, ce Botox, originellement, ontologiquement. Comment ce poison, le Botox, devient un best-seller thérapeutique? Je vous emmène en Allemagne, dans les années 1820, dans les fermes. Et il y a une maladie très, très, très bizarre. Certaines personnes sont intoxiquées, beaucoup d'entre elles meurent, et un médecin poète, un homme formidable qui s'appelle Justinien Kerner, se dit c'est peut-être une maladie, cette maladie, de voir comme ça les gens qui succombent après avoir mangé quelque chose de très particulier qui était des saucisses fumées. Et il a donc inventé cette nouvelle maladie. C'était pas des sardines bordelaises, mais c'était des saucisses fumées. Des saucisses fumées, on l'a appelé pendant très longtemps la maladie de la saucisse, et c'était 40 ans avant qu'on invente ou on trouve les microbes, puisque c'était Pasteur. Eh bien, cette maladie de la saucisse, on a su après, elle était liée à une bactérie qu'on appelle le Clostridium et qui sécrétait une toxine épouvantable. C'est la plus mortelle. Botulinum. Une toxine qui était la plus mortelle au point que des militaires ont imaginé de la propager en lançant des bombes pendant la dernière guerre de 39-45. Et on dit même que Heydrich a été tué par une bombe qui était remplie de toxines botuliques
De saucisses. Lancé par les résistants tchécoslovaques. Alors on en est là, et en 1949, un Anglais, Arnold Stanley Vincent Bergen, un savant de Cambridge, se rend compte en étudiant cette toxine, étonnante, qu'elle avait un rôle très particulier. Elle coupait l'information du neurone parce que l'acétylcholine, qui est un transmetteur que les muscles reçoivent, ne recevait plus cette acétylcholine que les nerfs devaient leur donner. Et ça a été un point de départ fantastique. Et cette toxine hyper mortelle, soudain a été en vedette. Parce que des savants très astucieux, des Américains, Alan Scott et un Juif, Arthur Rosenbaum, ont eu l'idée qu'en diluant cette toxine, peut-être qu'ils arriveraient comme ça à paralyser des muscles qui se contractaient trop. On en vient peut-être à votre problème parce que certains enfants ont ce qu'on appelle un blépharospasme, un œil qui se contracte sans arrêt, des tics, des torticolis. Et donc ces deux savants ont, en 1973, c'est-à-dire il y a 50 ans, dilué cette toxine et ils l'ont injectée à des singes et ils se sont aperçus qu'ils arrivaient à faire survivre les singes et qu'il y avait une véritable action thérapeutique, notamment dans les cas d'hypercontraction qu'ils avaient eux-mêmes créés chez le singe. Et ils ont eu l'idée de l'utiliser dans le cadre des blépharospasmes humains, qui était un problème quand même très très ennuyeux. Et là, grande surprise de leur part, ça marche. Et en plus, les rides du lion des patients qui sont injectés ont disparu. Et alors, voilà que, soudain, cette lumière s'éclaire dans le studio et d'autres savants se disent, mais là, il y a un point intéressant. Et donc, c'était la première utilisation. Première utilisation. Et donc, Alan Scott, après, a raconté, c'est lui qui a raconté cette histoire et ses travaux, il disait, j'ai vendu pour $1 million à la société Allergan le brevet de cette toxine, et maintenant, ça se chiffre à 150 milliards par an. Parce que là, en fait, vous nous racontez la racine étymologique. Il y a eu l'affaire de ce wine bar, Chin Chin Wine Bar à Bordeaux la semaine dernière avec un cas de botulisme. Botulisme, botox, même racine étymologique. Même racine étymologique. Pas un cas, peut-être 25. Peut-être 25. Oui. Ben oui, c'était une maladie. Et il y en a encore des cas de botulisme aux États-Unis, il y en a une centaine par an. Ça reste une maladie très grave. Une vingtaine en France, à peu près. Oui. Ouais, une vingtaine, c'est pour ça que l'histoire de Bordeaux est extraordinaire, parce qu'il y a probablement 25 cas au même endroit, alors qu'habituellement, c'est une dizaine de 2-3 personnes par an. Voilà. Alors, cette toxine botulique, elle a été beaucoup étudiée donc par les savants, aussi pour faire des armes chimiques, et puis aussi au niveau thérapeutique maintenant, c'est devenu le grand best-seller. Parce que qui ne rêve... Ce poison devenu best-seller. Qui ne rêve chez les patientes, et même les hommes, d'avoir leur ride diminué, parce que la ride, c'est quelque chose qui vous accuse d'une souffrance psychique, douleur, et surtout, il y a aussi un caractère familial de la ride. C'est-à-dire qu'il y a une transmission génétique de l'apparence de notre visage, et qui fait que, comment lutter contre cela? Alors avant, quand il y avait le front qui était très ridé, nous, les chirurgiens, on avait des opérations, mais c'était compliqué, parce qu'il fallait couper d'une oreille à l'autre, ou bien utiliser l'endoscopie pour aller enlever le muscle frontal. Et là, c'est magique. Quelques séances de piqûres, le front devient lisse, les ridules ici sont traitées, elles disparaissent, les plis du cou peuvent être améliorés. Donc ça, c'est les cibles esthétiques du Botox. Voilà. Hein, Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on s'est aperçu que ce Botox avait d'autres vertus thérapeutiques. Il pouvait traiter l'hypersudation. Il y a des gens qui suent des mains, qui suent des aisselles. Quelques séances d'injection. Quelques séances d'injection et puis ça élimine l'hypersudation. Ça le calme. Alors, ça revient. C'est-à-dire c'est un traitement médical qu'il faut recommencer. Et parmi ces Botox, il y a beaucoup maintenant de variétés différentes, parce que vous pensez bien que les laboratoires pharmaceutiques ont essayé de voir qu'est-ce qu'ils pouvaient attraper dans cette bactérie. Il y a des variants aussi dans le Botox. Ah, il y a des variants dans le Botox. Il y a actuellement au moins 3 laboratoires qui proposent des Botox différents. Le Botox le plus ancien, c'est un Botox A, mais il y a des Botox B, C, D, E, jusqu'à H. Et certains sont plus toxiques que d'autres. Et donc cette industrie du Botox, elle participe aussi à un développement extraordinaire de la médecine esthétique. La médecine esthétique est ce domaine où, avec des traitements simples par des piqûres ou des pommades ou des injections de produits de comblement, on arrive à donner satisfaction à des patientes
qui se sentent un peu vieillir, défaillir. Et d'ailleurs, ce que je voudrais ajouter, c'est que pour nous, le Botox, ce traitement qui marche si bien, ne marche en réalité aussi que si on est psychologue, que si on écoute le patient, que si on fait un ensemble thérapeutique, parce qu'il ne s'agit pas seulement de traiter la ride. La ride, c'est la conséquence d'une vie, de quelque chose, d'une douleur, peut-être d'un conditionnement. Du temps qui passe. Du temps qui passe. Et donc, c'est tout à fait formidable pour nous d'avoir ceci à notre disposition. Avec un point aussi très particulier, c'est comme c'est devenu une industrie. Il y a certaines personnes qui ne sont pas médecins et qui se permettent de faire ces injections. Il y a eu cette semaine un cas de 2 sœurs vers Valenciennes, je crois, voilà, qui ont écopé pour l'une d'entre elles, notamment, d'1 an de prison ferme. Alors c'est pour ça que j'en profite pour dire à tous les auditeurs que le Botox, il ne faut pas le faire par n'importe qui, ça doit être un médecin qui le fait, c'est une toxine, ça comporte encore un danger, il y a des surdosages, il peut y avoir des paralysies inattendues qui surviennent, il y a toute la gestion des complications, et donc cette toxine botulique, qui était une maladie mortelle, qui reste encore une maladie très grave en tant que maladie, elle a apporté au monde quelque chose d'extrêmement positif, qui n'est pas la paix intérieure, mais une sorte de paix extérieure. Un mot de complément de Johanna Rosenblum. Est-ce que vous avez des patients, voilà, j'imagine que vous en avez plein, qui sont voilà, dans un trouble un peu psychologique, rapport à leur aspect esthétique, qui ont peut-être envie d'aller se faire peut-être une petite retouche de Botox par-ci par-là Alors, c'est pas l'essentiel de mes patients, j'en ai très peu, mais quelques patients qui souffrent notamment de dysmorphophobie, c'est-à-dire qu'ils vont fixer leur attention sur un point précis de leur visage ou de leur corps, qui du reste ne présente aucune raison vraiment apparente, mais qui vient fixer leur attention. Ça dit évidemment quelque chose de leur histoire, du regard que ces personnes se portent. Et c'est vrai que là, on voit bien la dimension psychologique intégrée à l'acte médical. Il nous reste une... Oui, Serge. Oui, le docteur Miss est donc devenu spécialiste des TCCC, techniques cognitivo-comportementales et chirurgicales. Un petit mot pour terminer, puisqu'il nous reste 1 minute 30. Je voulais vous questionner, mais j'avais encore plein de questions. Juste un mot sur les pervers narcissiques. Je sais que voilà, bon, ils existent. Vous avez écrit un ouvrage sur les pervers narcissiques. Oui, exactement. En 1 minute, c'est impossible, mais la question comment s'en libérer, je sais que c'est impossible d'y répondre en 1 minute. Oui, mais... comment s'en libérer, c'est la question ultime qu'on me pose à chaque fois. En réalité, c'est de se détacher et de fuir, parce que les personnes perverses, manipulatrices sont des personnalités narcissiques qui ne sont bien dans la capacité de se remettre en question, de mener une quelconque forme d'autocritique. C'est des personnes qui ont besoin d'assujettir, de se servir de l'autre comme un piédestal. Donc, encore faut-il le repérer. Il faut pouvoir le repérer. Et d'ailleurs, les victimes de pervers narcissiques, on les voit beaucoup en consultation. Les pervers narcissiques eux-mêmes, jamais. Donc, quand on est confronté à ce type de personnalité extrêmement vampirisante et très manipulatrice, il vaut mieux se mettre à distance le maximum. Le conseil de Madame Rosenblum, c'est courage, fuyons. Courage, fuyons. Et les personnes qui sont qui sont en proie à des gens qui ont des chemises roses. Est-ce que vous avez un conseil pour le docteur Vladimir Mitz, qui porte une très belle chemise rose je suis très exposée à la chemise de Vladimir Mitz et je le vis très bien. Pardon Vladimir pour ce final. Vous avez vu ce final d'émission, ce final en couleur. Merci docteur Vladimir Mitz, merci docteur Serge Rafal, et merci Johanna Rosenblum pour cette belle émission, je crois. Déconditionnez-vous au courrier du livre. Merci à l'ami Serge Surpin en régie, voilà, qui nous a accompagnés pour ce Réfois. Très belle journée à toutes et à tous. Radio J. Réfois, Serge et Nicolas Rafal.